Je m'appelle Josiane Pouliot, j'ai 29 ans. J'ai présentement 2 petites filles de 4 et 6 ans. Je vis avec mon conjoint, évidemment, qui est le papa de mes enfants. On a présentement 3 chiens, 2 chats, 1 cheval. Moi, j'étais une petite fille calme, tranquille. J'ai grandi quand même assez vite. Là. Je suis devenue quand même adolescente rapidement. Je suis devenue adulte rapidement aussi. Je suis partie de la maison, j'avais 18 ans. Je me suis rapidement fait un conjoint. J'ai rapidement commencé ma vie d'adulte. Et puis, c'est comme ça que tout a commencé. Je suis partie en appartement assez rapidement. La maternité, c'est arrivé quand même assez rapidement. Mais j'étais prête, ça faisait quand même quelques temps, j'avais l'envie, même si, malgré mon jeune âge. La première grossesse s'est passée absolument normalement, comme tout le monde, toutes les grossesses en fait qu'on rêve d'avoir. Tout le monde a été quand même très surpris, parce que j'avais quand même 19 ans, mais tout le monde a été vraiment très content. Là. Les grands-mamans, les grands-papas, tout le monde nous a soutenus. 35 semaines et quelques jours, elle m'avait fait un toucher du col pour voir où j'étais rendue, puis malheureusement, ça a déclenché mon travail. Moi, j'habitais à Sept-Îles. À 35 semaines, ils n'accouchent pas à Sept-Îles. Donc, quand ils ont vu que le vrai travail s'en venait, puis qu'il était vraiment trop tard pour arrêter, puis que c'était sûr que j'allais accoucher, j'ai été transférée en avion-ambulance à Sept-Îles. Donc, j'ai été accouchée au CHU de Québec. Ça m'a fait vraiment peur. J'avais jamais pris l'avion de ma vie. J'étais terrifiée en plus que j'étais toute seule. Il y avait tellement de monde autour de moi que c'en était épeurant. Même la médecin de l'hôpital était dans l'ambulance. Je te garde jusqu'à la fin, je te surveille jusqu'à la fin. J'aurais pu accoucher dans l'avion à tout moment. Dans le fond, quand j'ai embarqué dans l'avion, ils m'ont fait un toucher du col pour voir où j'étais rendue. J'étais environ à 7 cm, puis elle sentait la poche des os, elle la touchait. Je me rappelle qu'il faisait quand même froid, c'était le 1er mars. Puis quand j'ai monté j'étais sur la civière, quand j'ai monté dans l'avion, j'avais les pieds à découvert, j'avais la couverte qui faisait ça parce qu'il ventait. J'avais les pieds à découvert, puis je faisais juste pleurer à ce moment-là parce que je m'en allais toute seule, puis je me rappelle que je regardais mes pieds bouger. Puis non, c'est vraiment très épeurant. Quand je suis arrivée à Québec, j'ai accouché d'un petit garçon, Alexis. Il pesait 5 livres 13. Il était prématuré de 35 semaines, mais tout semblait normal. Ses réflexes, tout était beau. Ensuite, quand on l'a amené à la pouponnière, par après, quand j'étais dans ma chambre, ils ont vu des choses à la pouponnière qui m'ont pas parlé tout de suite. Quand ils sont venus m'avertir dans ma chambre, ils m'ont simplement dit « On a transféré ton bébé en néonatologie pour le surveiller », mais ils m'ont pas expliqué pourquoi. Par la suite, mon conjoint est arrivé, puis à ce moment-là, je leur ai dit qu'il était parti en néonatologie, parce que lui non plus, il n'était pas au courant, évidemment. Et c'est là que les nouvelles ont commencé à tomber. Dans le fond, à la pouponnière, il a fait une crise d'épilepsie. Ils ont été obligés de l'intuber à ce moment-là pour le calmer, là, parce qu'il était trop énervé, là, en quelque sorte. Là. À ce moment-là, on est vraiment impuissant. On peut rien faire pour notre bébé, on peut pas lui changer la couche, il est plugué absolument partout. Dans le fond, ils l'intubent, ils mettent absolument tout sur pause, puis c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont dit « on doit commencer à faire des tests ». On savait pas le dénouement que ça allait avoir, mais quand même, les grands-parents sont venus nous trouver à Québec.
La 4e journée, quand ils ont eu terminé leur test, il y avait tellement de monde dans la salle, je pourrais même pas vous dire combien il y en avait. On était comme dans une espèce de salle de conférence, on était assis d'un côté de la table. De l'autre côté, il y avait tous les médecins spécialistes qui s'avaient occupé de lui. Ensuite, il y avait beaucoup de résidents, parce qu'ils ont voulu absolument que les résidents soient présents pour malheureusement la mauvaise nouvelle, mais pour voir aussi, j'imagine qu'ils voulaient voir l'état des parents, comment on fait pour annoncer des choses qui sont difficiles à des parents. Donc, quand ils nous ont annoncé ça, la médecin qui s'occupait de lui nous a fait un dessin. Le cerveau, il est vagué un peu partout, il est de grosseur normale, et dans le cerveau, on a 2 ventricules d'eau qui sont de grosseur normale, pour un cerveau normal. Sauf que lui, à ce moment-là, sa partie de cerveau était absolument lisse. Il n'y avait aucune vague dans son cerveau. Il était lisse, lisse, lisse. Et ses 2 ventricules d'eau étaient vraiment, vraiment très grosses. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup d'eau dans son cerveau. Donc, il n'y aurait pas une belle qualité de vie. Il y aurait la vie d'un enfant de 1 an à 2 ans, toute sa vie. C'était couche pour la vie, fauteuil roulant pour la vie. Mais là, à ce moment-là, tu es un parent, t'as pas envie de baisser les bras. Fait que là, mais et si ils défiaient les pronostics? Et si, finalement, c'était pas ce qu'ils disent? Nous, on était encore « et si? Et si? » Sauf que la maman de mon conjoint du moment était infirmière, puis elle était venue avec nous à la rencontre. Mais elle avait pas le « et si », là. Elle avait pas le « et si » dans la tête. Elle est venue nous voir, puis elle nous a dit « Ce qu'elle vous a dit, là, c'est probablement ça qui va arriver. » Il faut se fier à eux. T'sais, elle dit « Oui, je te dirais bien « et si » pour te faire plaisir, mais je pense pas qu'il y en a des « et si ». Fait qu'elle dit à ce moment-là, elle dit « C'est vous qui choisissez. » On aurait pu quand même continuer la vie avec lui. Ça aurait été 1 an ou 2 d'hôpital, facile, tout le temps à l'hôpital. Puis on se rappelle que j'habite à Sept-Îles, c'était l'hôpital de Québec. Ça aurait été vraiment difficile. Donc, on avait 2 choix qui s'offraient à nous à ce moment-là, de continuer ou de tout arrêter. Le soir même qu'ils nous ont annoncé ça, on leur a annoncé qu'on voulait aller vers les soins palliatifs. Ça faisait déjà 2 jours que j'avais mon congé de l'hôpital, fait que je ne pouvais plus dormir à l'hôpital. Le manoir Ronald McDonald était plein. Fait qu'à ce moment-là, on n'a pas pu avoir de chambre, on est obligé d'aller à l'hôtel. Ça coûte franchement cher pour des jeunes parents. Donc, à ce moment-là, ils nous ont mis dans une chambre, parce qu'on avait le droit, vu qu'on était en soins palliatifs, d'avoir notre enfant avec nous 24/24. Donc, ils l'ont déplogué absolument partout, désintubé. La seule chose qu'il y avait, c'était de la morphine pour le soulager, dans le fond, pour pas qu'il ait de douleur, pour pas qu'il fasse de crise d'épilepsie. Le lendemain matin, la famille est revenue. On s'est passé le bébé toute la journée. Il y a toujours quelqu'un qui le berçait. Il ne pouvait pas rester là, tout seul. Là. Il y avait tout le temps quelqu'un qui le berçait. Dans les alentours de 5 heures, c'est moi qui l'avais dans mes bras, c'est moi qui le berçais. Il y avait beaucoup plus de misère à respirer. Puis à chaque fois qu'il prend une respiration, tu penses que c'est la dernière. Puis finalement, ça prend quelques temps, puis il en prend une autre. Il en prend une autre. L'infirmière est venue, il a donné de la morphine. Puis c'est avec la morphine qu'il est parti. Il a pris son dernier souffle. Puis on dirait qu'à ce moment-là, on le savait. Puis on lui disait « Tu peux partir. » Ça fait 5 jours qu'on vit dans le stress, dans la peur. Tu peux partir, tu vas être mieux. Tu vas être mieux là-haut. Donc c'est à ce moment-là qu'il est parti dans mes bras. Quand c'est l'heure de t'en aller avec ton bébé, je me rappelle que j'étais dans l'auto, assis en arrière. Puis là, on dirait que je me demandais où va aller ma vie. Qu'est-ce que je fais maintenant? Donc, à ce moment-là, je regardais dehors, puis le paysage m'a dit « Vis ta vie, suis le chemin. » Quand tu perds un enfant, tu as le droit à du RQAP, mais vraiment pas long. C'est comme une affaire de 3 mois. Tu n'as souvent pas le temps de t'en remettre. Par contre, aller travailler, des fois, ça fait du bien aussi. Par après, je me suis séparée
un mois plus tard. On a déménagé, chacun de notre côté, on n'a pas eu le choix. On n'a pas eu le choix de faire face à ça. Faire face à ramasser le linge, faire face à défaire le lit pour ensuite déménager. L'autopsie a révélé qu'il était atteint d'un virus viral. C'est le cytomégalovirus. Même s'il aurait été détecté, il n'est pas guérissable. Donc, même s'il aurait été détecté, le dénouement aurait été le même. Par contre, on aurait pu être au courant plus tôt. Je sais qu'en France, ils font la prise de sang, toutes les femmes enceintes font la prise de sang pour détecter le CMV, qui s'appelle. Ici, au Québec, ils font pas. Ils font pas d'emblée. Moi, j'ai eu les 3 échos d'une grossesse normale. J'ai demandé à avoir une écho à 32 semaines. À ce moment-là, mon médecin m'a dit « Non, tu as une grossesse normale, on te fait pas d'écho de 32 semaines ». J'ai eu 0 symptômes, ça s'est attaqué à lui. Il y avait environ une chance sur 1000 que ça s'attaque à lui de 1. Ensuite, il y avait une chance sur 1000 que ça s'attaque dans son cerveau parce que, veux pas, le CMV peut s'attaquer à d'autres choses là, que le cerveau. Là. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de parler de ça. Même si toi, tu es prête, même si toi, tu es bien là-dedans, il y a beaucoup de gens qui ont peur d'en parler. Même si des fois, tu aurais besoin d'en parler. Mais toi, tu veux pas en parler aux gens. Tu veux pas montrer ta vulnérabilité, mais malheureusement, c'est pas ça qui arrive. Quand il y a un décès, par après, on dirait que les gens, ils veulent pas en parler. Moi, à toutes les années, du 1er au 5 mars, en plus, c'est la semaine de relâche, là. C'est la semaine de relâche pour l'école de mes enfants. Je suis triste toute cette semaine-là. C'est vraiment très difficile le après. J'ai eu de la chance, j'ai rencontré mon conjoint pas longtemps après. C'est sûr que je lui ai dit, écoute, moi j'ai perdu un enfant, j'en veux des enfants. Là. Mes 2 autres grossesses ont vraiment bien été. L'accouchement, la venue des 2 bébés. J'ai demandé à mon médecin une échographie de 32 semaines, j'ai pas eu de misère à l'avoir. Quand j'ai accouché de Béatrice, j'ai pris énormément de photos. Même encore aujourd'hui, je les photographie souvent. Moi, j'ai l'impression que c'est dans les photos qu'on garde les souvenirs. Mais on dirait que j'avais peut-être peur qu'il arrive quelque chose, puis je voulais garder des souvenirs, je sais pas. Mais je suis encore comme ça. Aussitôt qu'ils font quelque chose, aussitôt qu'ils sont jolis, sont bien habillés, je les prends en photo, je les imprime, il y a des photos un petit peu partout. Les animaux, c'est une forme de thérapie. Tous les animaux. À ma fête, il y a 2 ans, je me demandais qu'est-ce que je pourrais bien m'offrir, moi-même. Je voulais même pas que ce soit mon chum qui m'achète un cadeau. J'ai dit, si je m'achète un cadeau moi-même, qu'est-ce que je pourrais bien m'acheter? Puis à ce moment-là, j'avais aucune connaissance. Aucune connaissance sur les chevaux. Mais j'ai dit, je m'en achète un quand même. Puis avoir un cheval, ça libère beaucoup de choses. Même si tu fais rien, tu le selles, t'embarques dessus, tu peux rester sur place pendant full longtemps, t'es juste bien. T'es juste soulagé. Le cheval, il ressent beaucoup de choses aussi. Donc, il faut que tu sois dans un bon état d'esprit quand tu vas voir ton cheval, sinon il le ressent. J'ai l'impression que moi, dans la vie, je me suis toujours dit, il n'y a rien qui arrive pour rien. C'est sûr que j'aurais aimé ça, l'avoir avec moi, mon bébé, là. Tu veux pas vivre ça. Par contre, il n'y a rien qui arrive pour rien. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai changé un petit peu ma vision de la vie. J'ai grandi énormément. Je vis pleinement. Tu peux mourir à tout moment. Tu peux mourir en traversant la rue, tu peux mourir en te promenant en char, tu peux mourir dans ton lit. Donc, ça m'a fait réfléchir sur il faut vivre maintenant.